Le Tchad peut-il rejoindre la Confédération de l'AES et ainsi renforcer sa souveraineté et sa coopération régionale? Le ministre de la Communication, Gassim Chérif, estime que cette adhésion serait bénéfique pour le pays et s'inscrirait dans la lignée des efforts du président Mahamat Idriss Déby Itno pour renforcer la souveraineté du Tchad. Même si le porte-parole du gouvernement précise que ses propos sont personnels et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du gouvernement, peuvent-ils néanmoins ouvrir la porte à des débats et discussions sur l'avenir du pays? Voilà les deux questions sur lesquelles nous reviendrons en guise de thématique d'accueil ce soir. Et puis de l'autre côté, le Premier ministre français François Bayrou a annoncé la volonté du gouvernement de présenter devant le Parlement un texte actant l'abolition du Code noir. Le Code noir, on le rappelle, est une ordonnance royale de Louis XIV publiée en 1685, soumise aux esclaves noirs des colonies françaises et à leurs maîtres. L'annonce de son abolition, 177 ans après l'abolition en France de l'esclavage, interroge néanmoins dans un contexte où le contentieux historique peine à être épongé. Comment doit être accueillie l'annonce de l'abolition du Code noir? Pourquoi avoir attendu plus d'un demi-siècle après? Cette annonce tardive répond-elle à une exigence mémorielle? Une série de trois questions pour essayer bien sûr de comprendre, ou du moins de donner quelques explications à cette démarche de François Bayrou, mais surtout du gouvernement français. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Pourquoi avoir attendu 177 ans après l'abolition en France de l'esclavage pour demander en retour l'abolition du Code noir? Nous en parlons ce soir dans le cadre de cette émission, en prenant bien sûr pour prétexte la sortie mardi dernier du Premier ministre français François Bayrou, qui a annoncé la volonté du gouvernement de présenter devant le Parlement un texte actant l'abolition du Code noir. Ce code qui est une ordonnance royale de Louis XIV, publié, souvenez-vous, en 1685. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'en parler dans le cadre de cette émission, mais en guise de thématique d'accueil, nous parlerons surtout de cette probable adhésion du Tchad à la Confédération de l'AES. La sortie du porte-parole du gouvernement n'est pas encore la position officielle du gouvernement tchadien. Il l'a rappelé et martelé, Gassim Chérif. Il s'agit d'une position personnelle, mais il a néanmoins relevé les avantages que tirerait, entre guillemets, le Tchad de cette adhésion. Nous allons également passer en revue les chances du pays du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui partage une frontière avec le Niger, l'un des pays de la Confédération des États du Sahel. Pour en parler sur ce plateau, nous sommes aux côtés, bien sûr, d'Abdel Djelil Fadoul, un habitué de ces émissions du Point sur l'actualité. Je rappelle que vous êtes analyste. Merci à vous, Abdel Djelil Fadoul. Bonsoir. Bonsoir, M. Bogoudé. Monsieur Nguéné. J'excuse, M. Nguéné. Bonsoir à tous les panafricanistes, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne For You Media. Merci une fois de plus de m'avoir reçu sur votre plateau. C'est donc que vous disons merci à Abdel Djelil Fadoul pour cette disponibilité. Du côté de la Suisse, Talo, nous sommes avec vous. Nous tenterons bien sûr de voir clair dans cette démarche du gouvernement français. Avant peut-être d'interpréter justement la démarche en elle-même, nous tenterons de comprendre ce que c'est réellement le Code noir, ses implications. Merci à vous, Talo. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous me recevez bien. Oui, parfaitement, Talo. Donc, je dis d'abord bonsoir à la sœur Linda, au frère qui est aussi du côté du Tchad. Je dis bonsoir à vous, grands journalistes, grands panafricanistes. Je dis bonsoir à toute l'équipe, aux fondateurs. J'aimerais, comme d'habitude, rappeler deux ou trois choses. Premièrement, quand vous, de la communauté, vous êtes
victime de discrimination, ne dites pas que je suis victime de racisme, parce que racisme, c'est un mot, on ne sait pas on ne sait pas qui est victime. Les Juifs ont trouvé un mot pour eux, ça s'appelle l'antisémitisme. Nous, les Africains, on a un mot pour nous, l'anticamétisme ou l'antisovocotisme. Quand vous dites l'anticamétisme, je suis victime d'anticamétisme, on sait que c'est vous. Parce qu'eux, ils ont souffert moins que nous et ils ont pris un mot pour eux qui les défend. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons nos langues. Nous ne sommes ni francophones ni anglophones. Nous avons nos langues. Nous avons le lingala, nous sommes des lingalaphones, nous sommes des mandéphones, nous sommes des sangophones, mais nous ne sommes pas des francophones. Troisième et dernière chose, nous ne sommes ex-colonies de personne. Parce qu'eux aussi, ils ont été ex-colonies des gens, des pays. Mais jamais ils se qualifient comme ex-colonies. C'est un terme, un mot utilisé pour nous rabaisser, refuser quand on vous appelle ex-colonie, ex-colonie française, ex-colonie. On est ex-colonie de personne. Nous venons des grands royaumes. Dites que je viens du royaume du Congo, du royaume du Mali, mais jamais ex-colonie. Donc voilà. Merci. Merci à vous, Talo, pour compléter le panel de la soirée. Linda Larbaoui, vous êtes avec nous. Merci à vous, Linda. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Nguéné. Bonsoir à toute l'équipe de For You Media Africa. Bonsoir à nos téléspectateurs, à vos invités. Et puis, merci aussi de m'avoir invité pour ces deux sujets très passionnants et très brûlants aussi. Ils ont un lien ensemble. Nous allons l'établir, ce lien, Linda. Merci à vous. Merci pour votre disponibilité. Parlons de ses ambitions. Qu'affiche, peut-être à titre personnel, le porte-parole du gouvernement tchadien, une position qui ne reflète pas celle du gouvernement, mais compte tenu justement du rôle qu'il joue au sein du gouvernement, on ne peut pas ne pas en parler. Écoutons le ministre tchadien de la communication. Moi, je pense que l'AES, c'est en soi une belle expérience. Une expérience dans le sens où des Africains se réunissent en dehors des idées qui viennent d'ailleurs, en dehors des conseillers qui viennent de l'extérieur, que des pays africains se réunissent avec des intelligences africaines, avec des moyens qui sont proprement africains, qu'ils organisent quelque chose, ils mettent en place une institution. En cela, c'est déjà une victoire. Et nous avons la chance d'avoir un président qui est attentif et qui est jaloux de notre souveraineté. Quand je dis souveraineté, le président Mohamed Idriss Déby Itno est jaloux de notre souveraineté et il veut une souveraineté intégrale du Tchad, sur tous les plans. Il a commencé par l'aspect militaire, en renvoyant les Français, les soldats français. Ça aussi, ça rentre dans le cadre de notre souveraineté entière. Maintenant, il y a d'autres pans de notre souveraineté qu'il faut entamer. Il y a la question du franc CFA, il y a la question économique, toutes les questions liées à l'économie, les questions liées à la géostratégie, les questions qui sont liées au contrôle de nos ressources par nos propres cadres, par nos propres moyens. Et toutes ces questions doivent être débattues sans complexe. Et je pense que l'expérience de l'AES doit être élargie aux autres pays. Et moi, je pense que ce serait une bonne chose, peut-être que le Tchad rejoigne l'AES. Ça, c'est mon avis personnel. Et c'est quelque chose qu'il faut étudier, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Si nous voulons une Afrique indépendante, libre de toute contingence, de toute contrainte, donc il faut qu'on aille vers des institutions libres, avec nos propres moyens, avec nos propres cadres, avec nos propres intellectuels, qui pensent, qui réfléchissent et qui déploient des institutions. Une Afrique libre, une Afrique indépendante, mais surtout souveraine. Je pense que ce serait une bonne chose que le Tchad rejoigne l'Alliance des États du Sahel, a déclaré le porte-parole du gouvernement Gassim Chérif, saluant l'AES comme une belle expérience que N'Djamena devrait sérieusement envisager. Alors, faut-il, au regard de cette déclaration, Abdel Djedil Fadoul, d'entrée, envisager sérieusement l'intégration de votre pays à la Confédération de l'AES? Si oui, quels sont aujourd'hui les atouts qui pourraient favoriser cette adhésion? Les atouts de N'Djamena. Merci une fois de plus, Monsieur Nguéné. Vous savez, d'abord il faut rappeler comment l'AES a été établie, en quel moment, quels sont les objectifs de l'AES. Est-ce que ces objectifs étaient cantonnés ou bien cloisonnés entre les pays initiateurs ou créateurs de cette alliance? D'abord, l'AES a été créée le 16 septembre 2023
l'AES a été créée dans la douleur, au refus catégorique de la CEDEAO d'intégrer certains pays membres, de se constituer comme une menace face à ces États. Et ces États se sont constitués à une alliance qui est devenue plus tard une force. Et vous conviendrez avec moi, quand le premier ministre Abdoulaye Miga du Mali, quand il disait à l'AES, en citant Amadou Hampâté-Bâ, à force de vouloir rejeter au loin une grenouille qui vous dégoûte, elle finira par tomber dans la mer. Donc c'est pourquoi ce rejet de la CEDEAO a abouti à la création de l'AES qui suscite l'espoir de tous les Africains. Et maintenant, le Tchad est un pays qui est indirectement voisin de l'AES à travers le Niger. L'AES est une entité, géographiquement parlant, assez grande, plus grande que les pays de l'AES, comment on appelle, de la CEDEAO réunis. L'AES renferme une superficie de 2 781 000 km, alors que le Tchad, lui seul, renferme une superficie de 1 284 000 km². Le Tchad, vous vous posez la question, quels sont les atouts du Tchad, bien sûr. Vous avez ça, c'est l'un des aspects que vous mettez sur la table. Justement. C'est-à-dire cet aspect géographique que vous mettez sur la table avec la superficie des deux entités. Abdel Fadoul. Justement, le Tchad n'est pas n'importe quel pays, il faut le dire. Ainsi, en rejoignant l'AES, ça serait d'abord une chance aussi, et pour le Tchad et pour l'AES. Pourquoi je dis cela? Je m'en vais pour donner la superficie du Tchad qui couvre 1 284 000 km². Non seulement cette superficie vaste et qui est au cœur du Sahel, mais aussi et surtout la position singulière du Tchad vis-à-vis des autres États de l'AES. D'abord, le Tchad est une zone de synthèse en Afrique. Et nous avons une pente vers l'Afrique du Nord à travers la Libye. Le Tchad a une large comment on appelle, frontière avec le Soudan qui est pays de l'Afrique de l'Est. Et de plus, le Tchad ouvrirait aussi, comment on appelle, de manière indirecte à travers le Cameroun, un corridor des pays de l'AES qui sont des pays enclavés comme le Tchad. Exactement, Et donc, au-delà de ces avantages, le Tchad a une aussi armée aguerrie, professionnelle, qui se bat avec des bravoures immenses que tous les Africains connaissent. Ça, c'est l'aspect sécuritaire, compte tenu des défis sécuritaires qui se posent au Sahel. Donc, le Tchad... C'est-à-dire une mutualisation des efforts dans la lutte contre les groupes armés terroristes. C'est aussi un des volets, parce que le Tchad nous avons des défis sécuritaires communs avec les pays de l'AES. Le Tchad fait face aux menaces terroristes à travers le Boko Haram et autres, et tout comme c'est un défi majeur de tous les pays de l'AES. Et donc, la mutualisation des forces en termes de militaires et sécuritaires, c'est aussi un atout et un avantage, et pour les pays de l'AES et pour le Tchad. Et donc, le Tchad aura aussi intérêt d'intégrer les pays de l'AES, tout comme les pays de l'AES aussi auront, comment on appelle, le Tchad comme un partenaire à leur côté, et c'est déjà quelque chose de plus. Je vais vous relancer avant de retrouver Linda et Talo Abdel Fadoul. Il y a ces aspects géographiques que vous relevez, et ça tombe bien puisque le Niger et le Tchad partagent une frontière longue de 1175 km. Ça, c'est déjà très important, vous l'avez dit. Cela peut représenter un corridor important pour l'acheminement justement de toutes les marchandises, les trois pays du Sahel étant aujourd'hui enclavés, mais surtout étant en pourparlers également avec le Maroc à travers justement le port de Dakhla. Il y a cet aspect sécuritaire que vous avez également relevé, mais cette adhésion est-elle uniquement possible grâce à ces deux aspects? Que faisons-nous de tous les autres aspects sur le plan géostratégique, sur le plan géopolitique, quand on a souvent l'habitude de dire que les peuples
de l'AES ne partagent pas forcément les mêmes aspirations que les peuples tchadiens. Est-ce le cas ou pas, Abdel Fadoul? Justement, je m'inscrirai en faux. D'abord... Sur le plan géopolitique, géostratégique, avez-vous l'impression aujourd'hui que le pouvoir de N'Djamena est en phase avec les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel sur un certain nombre de sujets? Bon, surtout que le Tchad est un pays qui s'ouvre à tout le monde. Et ça, c'est le souci majeur des autorités tchadiennes. Et quand vous constaterez avec moi que le Tchad était peu à l'aise en termes de la diplomatie avec l'Occident, que les pays de l'AES qui sont avec une rupture qui est assez brutale ou sec, si vous me le permettez le terme, voilà l'avantage que le Tchad. Le Tchad, on voit le Tchad, comment on appelle, aux côtés des, comment on appelle, le Tchad a des partenaires comme la Russie et la Chine, tout comme le Tchad a des partenaires tels que la France et l'Allemagne et autres, l'Occident en général. Et donc, mais tout justement, en ayant les sur la sauvegarde de la souveraineté de notre pays. Et c'est pourquoi le Tchad a bon, si on comprend bien, le Tchad n'est pas fermé à toute forme de coopération, même si le pouvoir de N'Djamena met surtout en avant aujourd'hui la souveraineté du peuple tchadien. Mais on ne peut pas pour autant ignorer également la rupture totale au niveau des pays de l'AES, qui aujourd'hui mettent également en avant le respect de la souveraineté de leurs peuples respectifs, mais tout en remettant en cause justement cette forme de coopération avec ses partenaires occidentaux que vous citez, avec lesquels N'Djamena aujourd'hui entretient plutôt de très bonnes relations. Abdel Fadoul. Monsieur, vous m'excuserez encore les noms, Monsieur Boudélé. Oui. Vous savez, en ce qui concerne la rupture avec les pays de l'Occident, le Tchad, sur le volet militaire, qui est une condition essentielle d'intégrer l'AES ou pas, le Tchad a déjà des pas en avant. Le Tchad a dénoncé ouvertement les rapports militaires qui lient le Tchad et la France. Le Tchad a dénoncé les rapports militaires qui lient... Les accords de défense. Les accords de défense, bien, merci de m'avoir passé les mots. Oui. Avec les Américains. Donc, contrairement aux autres pays qui ont cherché à dissimuler les militaires étrangers, c'est-à-dire les bases militaires étrangères sur leur sort, le Tchad, en plein jour, a dénoncé les accords militaires qui liaient avec des puissances nocives aux pays tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et donc, pour ce qui concerne le reste des coopérations, le Tchad est ouvert à tout le monde. Et je suis sûr et certain que les pays de l'AES aussi n'ont pas aussi fait autant que cela. La coopération économique existe avec la France. Et la coopération existe avec tous les pays qui composent l'Occident. Même si les termes de la coopération ont été revus, de façon à ce qu'ils soient entièrement bénéfiques au peuple de l'AES. Justement, aujourd'hui, être dans l'AES ne va pas dire forcément être cloisonné dans une alliance et tourner le dos au reste des pays du monde. Mais aller venir travailler, comment on appelle, dans le respect mutuel de souveraineté qui lie les États membres de cette organisation avec le reste du monde. Merci à vous, Abdel Fadoul, pour ce premier jet. Talo, êtes-vous du même avis? Le Tchad remplit-il les conditions pour prétendre aujourd'hui à une adhésion éventuelle à la Confédération de l'AES? Monsieur Nguéné, c'est avec vous nous avons tenu beaucoup d'émissions sur le sujet du Tchad. Et je me suis prononcé dans le passé en mettant en avant la position géographique du Tchad, qui est un pays qui va permettre de pouvoir relier nos États de l'Afrique de l'Ouest avec l'Afrique du Centre, avec l'Afrique de l'Est, et même en allant vers l'Afrique du Sud. Vous voyez que le Tchad, en plus de ce que vient de dire la situation géographique, mais il y a le Soudan. Le Tchad est à la frontière avec le Soudan. Donc, l'entrée du Tchad dans l'AES va permettre aussi un jour au Soudan facilement. Bon, comme je l'ai toujours dit, on n'a pas besoin
comme les autres le font aussi, d'avoir des frontières, d'être des pays frontaliers pour faire partie d'une confédération, d'une fédération. On voit bien que les États-Unis ont des territoires qui sont très loin d'eux, la France en a aussi très loin, donc pourquoi pas nous aussi on aurait des territoires de l'AES qui auraient la République centrafricaine comme étant aussi son pays, son État là-dedans. Donc, pour ce point-là géographiquement, pour moi, il n'y a pas d'obstacle sur le plan géographique. Sur le plan linguistique, parce qu'il faut vraiment qu'on aille un peu dans les détails des choses, sur le plan linguistique, il n'y a pas d'obstacle. Pourquoi? Même dans nos propres pays, dans nos pays que nous avons là, que l'Occident nous a créés, eh bien, nous avons différentes langues. Nous avons différentes langues. Certains ont la chance d'avoir une langue africaine comme étant leur langue nationale, officielle, telle que la République centrafricaine qui a le Sango, le Congo RDC qui a comment on appelle le Lingala et le Swahili. Mais il y a beaucoup d'autres langues. Est-ce que ça empêche de vivre en paix, en cohésion? Non. Donc sur le plan linguistique, il n'y a pas de problème en disant ceux-là de l'Ouest, ils parlent d'autres langues, nous parlons d'autres langues. Il n'y a pas de problème pour moi. Sur le plan culturel en général, dans un même pays, on a une socle de culture d'abord africaine de base, mais quand on va maintenant au niveau ethnique, on a quelques différences. Et on l'a dans un même État, on l'a partout en Afrique, comme dans le monde aussi. Vous parcourez, si vous êtes de Douala, vous n'aurez exactement pas la même façon de voir les choses que les gens du Nord ou de l'Est. Si vous êtes de Yaoundé, vous êtes de Bangui, vous n'aurez pas la même façon de voir les choses. Bangui est au sud de la RCA que les gens du Nord, du Sud. Donc, mais ça n'empêche pas d'avoir un président. Donc, ça n'empêcherait pas que même si ceux qui sont à l'ouest de l'Afrique, ils ont aussi on a ce socle culturel qui est la même, mais avec des variantes, ça n'empêcherait pas que la RCA, le Tchad, puisse s'associer avec eux. Moi, le problème, c'est ne se pose pas à ce niveau. Moi, le problème, voilà, je vais vous dire ce que j'avais déjà dit. Oui. Pour l'intégration que ce soit le Tchad ou que ce soit un autre pays, à l'heure actuelle, où nous sommes en confédération. Nous avons ici bataillé pour expliquer, pour contribuer, pour qu'on arrive à la création de cette confédération. On voulait la fédération. Oui. Mais on dit merci. Il y a des vidéos. On leur a dit merci d'avoir accepté de créer la confédération et avec la promesse, 2 présidents l'ont fait. Le président Assimi Goïta l'a fait. Le président Abdourahmane Tiani l'a fait. C'est seulement le président que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Ibrahim Traoré, que je n'ai pas entendu et je vais donner mon point de vue aussi sur lui. Donc, ils ont créé la confédération. À l'heure actuelle, on a beaucoup de choses qui se passent. La question, c'est de dire, est-ce que doit-on accepter dans l'État de la confédération d'autres pays, alors que même au niveau de la confédération, on entend que il y a des choses à faire. Oui. Moi, j'ai 2 choses à proposer. Pour qu'un État puisse intégrer, il faut que ça soit l'un ou l'autre. Soit on attend la prochaine phase qui est la création de la fédération et l'État entre directement dans la fédération en abandonnant sa souveraineté. Et on a un président de la fédération. L'État, tout État qui veut rentrer maintenant, attend, quand on veut créer la fédération, elle abandonne sans se voter, on a vraiment la sincérité qu'elle veut vraiment une Afrique forte. Mais alors, Talo, si on vous résume bien, en l'état actuel des choses, il ne serait pas idéal, du moins indiqué, qu'on intègre un nouveau membre au sein de la Confédération. Il faut tout de même attendre la phase de la fédération, si on s'en tient à ce que vous dites. Oui, parce que, pourquoi je dis ça? Ça a été toujours ma position, mais encore les dernières informations qu'on a à notre disposition ne nous permettent pas de les conseiller pour dire accepter d'agrandir dans la Confédération. Parce que d'abord, eux-mêmes, on leur a dit que c'est un risque, eux-mêmes, ils ont pris conscience. Je pense qu'il y a le ministre des Affaires étrangères du Niger qui a soulevé en disant que nous savons que... Je ne dis pas que je n'accuse pas, je ne pointe pas du doigt le Tchad. Hein. Je parle de... Il n'y a pas que le Tchad qui a voulu s'est exprimé pour aller. Il y a le Togo qui s'est exprimé. Il y a un certain, peut-être, on a entendu parler du Ghana aussi.
Dans l'état actuel, pourquoi je dis ça? Vous savez, moi, j'ai l'habitude ici d'aller dire des fois des choses qui font mal. Je les dis quand ça va, je dis. Quand ça ne va pas, je ne dis pas. Même pour toi, Dela, qui est aussi notre président, quand ça va, je lui dis, et il le sait. Quand ça ne va pas, je lui dis aussi, il le sait. Malgré que quand ça ne va pas, je lui dis, mais ça ne lui a pas empêché de nous inviter d'aller à Dubaï. Il nous a amenés via son ministre des Grands Travaux à Dubaï, juste une parenthèse, et à Abu Dhabi, et nous a amenés en Centrafrique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il sait que les talos là, ce qu'ils disent, ils ne font pas de la politique politicienne, ils sont là pour nous aiguiller. Sinon, récemment, c'était en novembre, ils ne nous auraient jamais invités là-bas. Donc, il fait la différence. Et nous disons vraiment merci et félicitations. Maintenant, après avoir dit ça, je vais dire aussi au président pourquoi je dis qu'il y a quelque chose qui nous fait un peu peur. Le président, notre cher président que j'admire beaucoup, qui est Ibrahim Traoré. Vous vous souvenez que moi, je fais partie, quasiment l'UNIC, qui a proposé que si on devait créer la fédération, moi je propose que ce soit lui, parce que c'est le plus jeune, l'avenir appartenant à la jeunesse, qui soit le premier président de la fédération. Vous vous souvenez? Je l'ai répété plusieurs fois. Oui. J'ai ajouté aussi que ce n'est pas parce qu'il est plus fort que les autres. Ce n'est pas parce que, non, parce que Assimi Goïta peut être, Abdouhaman Tchani peut être, mais l'avenir appartient à la jeunesse. Il est plus jeune qu'eux. Donc, j'aurais souhaité que lui soit président de la fédération. Je l'ai toujours dit. Nous sommes allés, nous l'avons rencontré physiquement, il nous a reçus. Je lui ai dit merci. Mais, il est parti en Russie et ça nous a fait grand plaisir pour assister au 80e anniversaire. Et il a donné une interview dans laquelle il a dit des choses qui sont vraiment, qui nous a fait donner là-bas. Parce qu'il dit, je ne suis pas venu quémander, je veux qu'on construise des écoles, transfert de compétences. Très bien. Mais il a dit une chose. Il a dit, la Confédération, pour l'instant, il n'a pas parlé de la Fédération. Il a dit, et je vous le dis, président, hein, mon petit papa, je l'ai appelé petit papa quand on l'a rencontré, petit papa Ibrahim Traoré. Vous avez dit, non, qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qu'il faut régler parce qu'il y a beaucoup de, comment le terme qu'il a utilisé, la différence entre nous, il va falloir arranger les choses, il faut aller doucement, il y a beaucoup de différences. J'ai dit, je ne suis pas petit papa président parce que je suis plus vieux que vous. Donc, vous êtes mon petit papa. Je vous dis que je ne suis pas d'accord à ce que vous avez dit là. Président Ibrahim Traoré, vous nous écoutez en ce moment. Je pense. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que si vous voulez créer une fédération et que vous commencez par dire on arrange d'abord les choses, ça veut dire que vous posez des conditions, premièrement. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt pour la fédération, deuxièmement. Et j'ai cité un exemple pour ne pas monopoliser la parole. Quand l'Allemagne, on a forcé l'Allemagne à se diviser, et l'Allemagne était en Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, quand il a fallu se réunifier, l'Allemagne n'a pas dit on va d'abord aller doucement parce que les niveaux des choses économiques, ceci, cela n'est pas bien. Il va falloir que l'Allemagne de l'Ouest puisse, l'Est qui était beaucoup plus pauvre, puisse relever son niveau. Après, on va se mettre ensemble. L'Allemagne n'a pas fait ça. L'Allemagne est allée directement, ils ont pris un seul chancelier. Ils se sont entendus. Le peuple s'est levé, peut-être parce que le peuple ne s'est pas encore levé que vous jouez là. Le peuple s'est levé à dire, nous voulons maintenant, nous sommes des Allemands, nous voulons être un. Ils ont pris un chancelier. Malgré les difficultés, les différences, les divergences qu'il y avait entre les deux Allemagnes, oui, ils ont créé l'Allemagne. Ça a donné quoi aujourd'hui? Un pays puissant, le premier pays économique de l'Europe. Les États-Unis, quand on créait les États-Unis, vous pensez qu'ils avaient tous les mêmes niveaux? Non, c'était des visionnaires. Ils ont dit, l'union fait la force. On va créer les États-Unis, et puis après, tout le reste de choses-là, on va régler après. Ils ont créé les États-Unis, c'est devenu première puissance économique. Bon, là maintenant, je crois que c'est la Chine. Et si on voyait également les choses autrement, Talo, c'est-à-dire l'adhésion du Tchad qui permet au bloc de se renforcer et de migrer vers une fédération. Ça, c'est une hypothèse qu'on ne peut non plus écarter. Moi, je dis, je reste sur ma position. On admettra un pays que, quand on va passer à la fédération, et ce pays-là doit abandonner sa souveraineté. Nous ne voulons plus rester dans cette configuration qui ressemble à la CEDEAO, qui ressemble à la CEMAC, où on a plusieurs chefs d'État qui, selon ce qui les arrange, vont dire oui ou non. Non, 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 non. La confédération aujourd'hui n'est pas très différente à ce niveau-là, je vous le dis. Un président peut se lever et décider de ce qu'il veut faire.
un autre peut se lever, de ce qu'il faut faire. C'est pour cela que le président Ibrahim Traoré a dit on doit encore arranger les choses. On arrange quoi? On n'en a rien arrangé. On n'a qu'à se mettre ensemble et on arrange les choses après. Vous ne pouvez pas créer des banques. Je ne veux pas dire, je ne suis pas contre la banque, vous avez créé des investissements. Mais là, c'est avec des conditions. Pour sortir, Talon. Celui-là apporter tel. Mais quand vous allez passer, si vous voulez vraiment passer à la fédération, mais les conditions, certaines conditions vont être caduques. Parce que ça va appartenir à un seul État. Vous allez revoir. C'est-à-dire que vous êtes en train de gaspiller de l'argent, gaspiller de l'énergie, gaspiller beaucoup de choses pour après repartir encore à zéro. Ou alors, président. Pour sortir, M. Talon, pour sortir. Je vous pose la question devant tous les Africains. Voulez-vous de la fédération, oui ou non? Parce que Assimi Goïta a dit qu'on va créer la fédération. Je ne suis pas de vous opposer, mais nous, en tant qu'Africains, nous avons notre avenir entre vos mains. Ibrahim Abdourahmane Tiani a dit nous allons créer la fédération. Mais vous, que nous espérons, sur vous, nous nous sommes levés partout dans le monde pour vous défendre. Et nous espérons, nous avons tous nos espoirs sur vous et les autres aussi. Mais vous ne vous êtes pas prononcé pour dire on va créer la fédération. Est-ce que vous, Ibrahim Traoré, vous êtes pour la fédération ou vous n'êtes pas pour la fédération? La question vient des ancêtres. Moi, je suis Talo, l'Africain, la voix des ancêtres. En 10 secondes, Talo, en 10 secondes pour sortir. Pour cette question. Voilà. Merci à vous. Je pense que la question, le président l'a clairement saisie. Je ne sais pas si nous aurons une réponse ce soir même, mais c'est sûr et certain qu'au niveau de son cercle très fermé, on doit être en train de discuter actuellement sur la question. Merci à vous, Talo. Alors, Linda, quel est votre point de vue sur le sujet? Le Tchad qui souhaite intégrer l'AES, il ne s'agit pas encore de la volonté, ou du moins de la position officielle du gouvernement. Mais quand les mots sont prononcés par le porte-parole, on leur donne quand même une certaine crédibilité. Sur les choix politiques, géopolitiques et même stratégiques, le moment est-il bien choisi pour le Tchad d'intégrer l'AES? A-t-il les capacités, ce Tchad-là, d'intégrer l'AES, Linda Larbaoui? Déjà, je vais vous parler au niveau stratégie. À part M. Ibrahim Traoré, personne n'a une stratégie. Aucun chef d'État n'a une stratégie, je vous le dis. 80% des pays africains n'ont pas de stratégie. Quand on parle de géopolitique, il ne faut pas s'arrêter à la porte du voisin. Il faut voir ce qui se passe ailleurs dans le monde et est-ce que ça joue. Il s'est passé quelque chose de grand et de gros au niveau des pays du Golfe. Monsieur Trump a fait le tour, il est reparti avec 4 trillions de dollars. C'est important de le signaler. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. L'Arabie Saoudite, c'est à 2 pas de l'Afrique. C'est en mer Rouge. Ça aussi, il faut le signaler. Je reste sur ce que j'ai toujours dit, je vous ai envoyé assez de documents pour ça. Il y a le Tchad de monsieur Idriss Déby, paix à son âme, qui était un allié de la France. Il y a le Tchad de Mohamed Idriss Déby, qui est un allié des USA. J'étais ravie d'entendre votre invité pour dire le Tchad est ouvert à tout le monde. Le Tchad est ouvert à la CIA, le Tchad est ouvert au Pentagone, puisqu'il y a un bureau du Pentagone où il y a la CIA dedans. Le Tchad est ouvert au Mossad, le Tchad est ouvert aux Émirats arabes. Et je suis désolée quand j'entends des gens me dire on est parti aux Émirats arabes. C'est pas un État, les Émirats arabes, c'est une entité. Il y a 750 000 Émiratis. Ils n'ont pas le poids de ce qu'ils prétendent. Le reste, ceux qui sont comptabilisés quand on lit sur Wikipédia, ce sont des étrangers qui vivent aux Émirats arabes. Donc c'est honteux que des pays africains, que des descendants justement d'empires africains aillent aux Émirats arabes pour essayer. Les Émirats arabes, ils ont acheté une base qui est dans le sud du Tchad. Il y a un aérodrome et tous les soi-disant djihadistes terroristes, c'est les Émiratis qui nous les ramènent. C'est ça le Tchad. Le Tchad, il a un objectif. Et je l'ai dit au début par rapport à M. Traoré, sa vie est en danger. Je lui ai même adressé un message et il a eu mon message. Je sais qu'il l'a eu parce que j'ai eu une réponse par intermédiaire.
Donc la cible, c'est M. Traoré. M. Traoré, il est pour la confédération de la AES. Il se donne le temps. Il a mis une stratégie en place. Il a des véritables accords avec la Russie, la Fédération de Russie, l'État russe, pas avec Wagner, avec tout ça. Non, il a des accords avec la Russie. M. Traoré, je vous ai envoyé aussi actuellement, il a fait aussi appel à la Corée du Nord, puisque c'est des soldats coréens qui font sa protection aujourd'hui. Et le Tchad, ça reste l'infiltré, le cheval de Troie des pays, sa position stratégique, monsieur, il l'a bien cité, c'est très bien. Hein, il y a une position stratégique magnifique. Quand on regarde qu'est-ce qu'il y a autour du Tchad, vous avez la Libye qui explose, vous avez aussi le Soudan qui explose, et puis malheureusement les Émirats arabes, quand ils ont besoin de chair humaine, ils vont les acheter, parce qu'ils vont acheter des Tchadiens pour s'en servir comme chair humaine. C'est ça qui me désole quand j'entends des... Voilà. Il faut voir ce qui se passe dans le monde pour qu'on puisse comprendre. La Libye, je vous ai dit, il y aura... Kikli a été assassiné, la Libye va reprendre les armes et puis on va essayer de déstabiliser. J'ai eu raison, je vous ai dit ça il y a 3 jours. On y est, nous y sommes, la guerre qui reprend en Libye. La Libye, ça touche le Tchad. Il y a un repositionnement des États-Unis sur le continent africain. Ça fait 5 ans que je le dis. Il y a un véritable repositionnement. Qu'est-ce que ça a un rapport avec les 4 trillions de dollars? Les États-Unis ont pris de l'argent pour financer toutes les guerres et financer le Boko Haram et puis le Moudjahou et toutes ces armes-là. Monsieur Traoré, il a bien dit, ce n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Il a eu raison. Il a donné le véritable nom. Maintenant, concernant aussi le terrorisme en Afrique, j'ai le plaisir de vous apprendre que l'État islamique s'est doté de drones. Qui a donné les drones? Ils ont transité par le Tchad, les drones, pour tuer des civils, pour tuer des Africains. Voilà, merci les Émirats arabes qui nous ramènent les terroristes, qui nous ramènent les drones pour tuer des Africains, et merci le Tchad qui a mis à disposition un aérodrome. C'est ça le Tchad. Monsieur Traoré est véritablement en danger. C'est lui la cible, parce que c'est le seul qui a réussi à mettre une stratégie en place et qui est en train d'avancer par rapport aux 2 autres pays qui restent de la AES. Je ne suis pas en train de critiquer les autres pays, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, je ne sais pas pourquoi ces États n'avancent pas ou ils ont du mal à avancer. Je sais que M. Traoré, par rapport au bilan qui a été fait et par rapport aussi les projets qui sont mis sur la table et qui ont commencé à être réalisés, qu'il avance. Donc le Tchad, c'est le cheval de Troie, on ne me l'enlèvera pas de la tête. D'après la presse arabo-musulmane, Mohamed Idriss Déby est impliqué dans l'assassinat de son père. Et c'est l'homme de la CIA, c'est l'homme du Mossad. Le Mossad, c'est pas une bonne chose pour l'Afrique. Regardez, prenons exemple de ce qui se passe dans la péninsule arabique et puis également au niveau des pays de ce qu'on appelle les pays du Moyen-Orient. Tout ça, c'est le Mossad. Donc, si vous voulez ramener le Mossad, c'est bien pour tout le monde, mais l'Afrique n'avancera jamais. Demandez à l'Afrique du Sud, c'est quoi le Mossad, ils vous expliqueront. Ils en savent quelque chose, puisqu'ils ont un passé avec le Mossad. Donc, il faut arrêter de ramener les autres qui viennent pour gratter, qui viennent pour piller. Les États-Unis sont en train de se repositionner, justement. C'est ça le lien avec le deuxième sujet. Et ils continuent. Entre le Liban et puis la Palestine occupée, donc Israël, c'est l'armée américaine qui va devoir faire le tampon. Entre l'Égypte et puis aussi Arafat, c'est l'armée américaine. Tout ça, ça a été négocié. Ce qui est négocié aussi, c'est la présence américaine au niveau de la Syrie. Donc, entre chaque ville, il y aura l'armée américaine. Il y a l'armée américaine aussi dans la péninsule arabique. Et c'est eux qui payent d'ailleurs pour que les Américains se repositionnent. Mais il y a un repositionnement américain en Afrique. C'est les États-Unis qui sont en train de dégager la France pour se repositionner. Et le port de Dakhla,
Derrière, il y a les Français qui ont réussi à gratter un petit contrat. Tous les gros contrats, ils sont pour les Américains et pour les Israéliens. Les Français n'ont plus de place, ils ont perdu leur place. Les Allemands également, les Italiens, c'est-à-dire toute l'Union européenne. Aujourd'hui, l'histoire, elle est en train de se jouer entre les grandes puissances qui sont la Chine, la Russie, les États-Unis, et puis nous verrons ce que je vous ai dit, on va avoir des rebondissements, hein. Il y a des chevaux de Troie comme ça qui vont rebondir. Et les Émirats arabes, c'est une entité qui a été créée en 1972, il n'y a pas un État, ça c'est, on a enlevé un bout de territoire au sultanat d'Oman, et pour créer en toutes pièces les Émirats arabes. Et celui qui n'a pas compris ça, eh ben, il n'a rien compris à la géopolitique. Merci. Merci à vous, Linda Larbaoui. Alors, une idée forcément qui n'enchante pas tout le monde, compte tenu justement des arguments qu'avance Linda. Que faut-il faire dans un tel contexte quand les choix du Tchad, les choix stratégiques du Tchad sont remis en cause? Faut-il pas rester, peut-être en Afrique centrale, essayer de consolider sa position au sein des organes déjà existants? On pense à la CEMAC, entre autres, au lieu de prétendre aujourd'hui vouloir intégrer une autre organisation comme l'AES. Merci une fois de plus. Avant de répondre à cette question, je ne pouvais pas laisser passer cette intervention de ma co-analyste de Linda Larbaoui. Bon, Linda Larbaoui, je respecte beaucoup cette dame panafricaine. Elle a accusé le beau pays, le Tchad, notre beau pays, le Tchad, de cette façon. Je me suis dit, et puis je condamne fermement ces propos qui n'ont aucun fondement. Aucun fondement. Je proteste contre cela. Quand il dit, je m'excuse, quand elle dit, le Tchad est un cheval de Troie pour atteindre l'AES, à travers de l'AES, Ibrahim Traoré, que les Émiratis ont une base qui héberge des terroristes dans le sud du Tchad, et puis Mohamed Idriss Déby Itno serait impliqué dans l'assassinat de son père. Bon, ça c'est le dernier point. Donc, il y a des sources, elle a cité des médias précis qui l'avancent, ce n'est pas sa position, c'est la position des médias qu'elle a citée. Quand cela ne tient, oui. Le Tchad ne sera jamais une toile, comment on appelle, un cheval. Oui. Une base arrière de déstabilisation de l'AES. Je m'inscrirai en faux pour lui répondre honnêtement et franchement sur cette question. Oui. Serait-elle mieux informée que les Nigériens? Serait-elle mieux informée que Ali Mohamed Zen, le Premier ministre actuel du Niger, quand il dit officiellement aux Nigériens que le Tchad a refusé d'entrer en guerre contre nous? Le Tchad est persécuté par les officines externes parce que le Tchad a refusé de se constituer à une base arrière pour dépasser le pays de l'AES. C'est vérifiable et vérifié. Et sur quoi, Madame Linda, basez-vous pour accuser le Tchad de cette façon? Je condamne fermement ces propos et le Tchad vous avez le droit de rejeter vous avez le droit d'avoir un avis contraire. Exactement, vous avez le droit d'avoir un avis contraire. Je respecte cela, mais je m'inscrirai en faux. Et si aujourd'hui les États africains peinent de se réunir, il faut encourager ces États à se solider, comment on appelle, de renforcer leur solidarité et de se constituer de quelque chose de beau et africain. De dire que non, le Tchad là c'est susceptible d'être un État qui cherche à déstabiliser les États et il faut le rejeter. D'abord, je l'ai expliqué de long à large. Pas seulement. Le Tchad n'a pas encore demandé officiellement. Le Tchad n'a pas demandé d'entrer encore dans l'AES. Mais, je dis fermement, et c'est ma conviction, et c'est vérifiable, l'AES a plus à gagner d'avoir le Tchad dans ses rangs que n'importe quel autre État à l'heure actuelle. Ça, c'est votre position. C'est ma position et c'est vérifiable. Et nous la respectons, Abdel Fadoul. Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment qu'au lieu de se préoccuper de l'AES, au niveau de l'Afrique centrale, on devrait déjà travailler pour créer une organisation sous-régionale aussi forte
que celle de l'AES au lieu de disperser nos énergies. Il y a de cela quelques semaines, on parlait de la sortie du président Faustin Archange Touadéra qui n'avait également pas à son niveau exclu une possible adhésion de son pays. Si on parle du Centrafrique, aujourd'hui on parle du Tchad, que restera-t-il de nos organisations au niveau de l'Afrique centrale? L'heure n'est-il pas, ou du moins l'heure n'est-elle pas aujourd'hui à une réflexion profonde qui nous permettrait, à l'image de ce qu'on voit du côté de l'Afrique de l'Ouest avec l'AES, de former également un grand ensemble solide à l'image de la confédération de l'AES, Abdel Fadoul? D'abord, Talo l'a si bien dit, on était divisé par les colons. Aujourd'hui, si nous sommes en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, oui, à la base, nous sommes tous un seul peuple africain qui était constitué avant l'arrivée des colons, était constitué en empire et tout cela et à des confédérations. Donc, les réalités qu'on veut ou non, que ce soit les réalités de l'Afrique centrale ou bien de l'Afrique australe, sont quasiment le même. Maintenant, les déshydratats du peuple africain, c'est quoi? C'est avoir une autonomie vis-à-vis, comment on appelle, une indépendance, oui, une souveraineté, et gérer ces ressources de manière libre. Et ces ressources viendront pour être au profit comment on appelle, de la population locale. Et cette philosophie, cette réflexion, ces déshydratats doivent être contenus par nos dirigeants, oui, et deviennent une réalité. Donc c'est pourquoi cela renforcerait non seulement les États, comment on appelle, de l'Afrique centrale, mais oui, d'autres États aussi, à créer des monnaies communes, de revoir les structures, ces structures existantes qui répondent, comment on appelle, aux questions géopolitiques des autres puissances extérieures, telles que la France et autres, qui ont créé ces structures et financent ces structures justement pour piller nos matières premières. Merci. Merci à vous, Abdel Fadoul. Encore 10 minutes sur la thématique avant d'évoquer l'abolition du Code noir. L'annonce a été faite justement par le Premier ministre français, François Bayrou. Talo, vous avez estimé que le moment n'était pas propice pour parler d'une nouvelle adhésion au sein de la Confédération, puisque les candidatures, elles ne manquent pas. Et il y a plusieurs mois, on nous parlait du Togo. D'ailleurs, vous avez suivi la sortie du chef de la diplomatie, le professeur Robert Ducé. Aujourd'hui, nous parlons du Tchad. On a également parlé du cas du Centrafrique. Si pour vous, le moment n'est pas propice pour accueillir un nouveau membre au sein de la Confédération, faut-il donner de la chance à ceux qui soutiennent Mordicus qu'au niveau de l'Afrique centrale, on devrait plutôt renforcer nos positions pour avoir une organisation qui ressemble, ou du moins qui véhicule la même idéologie que la Confédération de l'AES? Moi, je suis contre cette espèce de clanisme dans lequel on nous a placés. On n'est pas dans un clanisme, Talo. On voudrait déjà créer des organisations sous-régionales solides avant peut-être de migrer tous ensemble vers cette unité politique du continent que nous recherchons. On nous a fait miroiter, vous savez, pendant la période qu'on a appelée la période des indépendances, en fait, qui était en fait la période de la dislocation, du découpement des blocs que chaque puissance s'était accaparé lors de la conférence de Berlin. Donc chacun est venu et dit non, je ne vais pas libérer un grand espace, donc on va les découper. On a découpé, on a créé artificiellement la République centrafricaine, on a créé artificiellement le Cameroun, etc. Tout ce que nous savons, le Mali, tout et tout. Donc, pendant cette période-là, on nous a aussi, il y avait des leaders, des vrais, qui voulaient une Afrique, qui voulaient les États-Unis d'Afrique ou la Fédération d'Afrique, tout de suite. Ceux-là, vous savez ce qui leur est arrivé. On a tout fait pour les mettre de côté, on a tué certains, les Bouganda, etc. Donc, on a manipulé certains tels que Houphouët-Boigny, et on est arrivé à accepter ce que nous avons aujourd'hui. L'OUA, qui était avant, qui est devenue l'Union africaine, parce qu'on savait qu'on met plusieurs capitaines sur un bateau, ça ne va jamais marcher. Donc, on a laissé les Africains créer ça. On a laissé les Africains créer la CEMAC, parce que c'est sur un bateau, la CEMAC, c'est un bateau, mais il y a combien 6 capitaines qui conduisent la CEMAC. On a laissé créer facilement. On a laissé la SADC
Afrique je crois c'est Sud, l'Afrique australe. On a laissé facilement l'autre aussi. Et puis, on leur a dit, et certains ont pris la parole pour dire, on va faire ça, et après, ça va permettre de pouvoir aller vers l'unité. Ça fait combien d'années? Plus de 50 ans qu'on attend. Hein? C'est plus de 50 ans, plus de 40 ans, on va dire, comme je n'ai pas les chiffres. Plus de 40 ans qu'on attend cette unité. On a la CEMAC, on a la CEDEAO. Qu'est-ce que ça a donné? C'est pour ça que je parle de clan. Si nous disons que nous allons encore créer une autre clan à l'image de l'AES ou en centre, et on va attendre. C'est comme, je vais vous donner, vous allez comprendre, vous allez mieux me comprendre. Vous avez des enfants. Peut-être pas créer, Talo. Peut-être pas créer, Talo. Mais renforcer déjà celles existantes. Les institutions déjà existantes. Il faut les détruire. Laissez-moi donner des exemples, là, s'il vous plaît. Allez-y. Il faut les détruire. La CEMAC ne doit pas exister. La CEDEAO ne doit pas exister. L'Union africaine ne doit pas exister. Il faut les détruire tous. La CEAC ne peut pas exister. Pourquoi je dis ça? Je donne un exemple concret. Vous avez plusieurs enfants. Qu'est-ce que vous allez faire? Pour éduquer ces enfants-là, vous décidez soit que les enfants soient tous, vous êtes le papa et la maman aussi des enfants, dans la même maison, ils grandissent avec plus ou moins une bonne mentalité, une même mentalité que vous allez leur inculper, et malgré ça, il y aura toujours des différences. Ou alors, vous dites, je vais prendre chaque enfant, il va aller de ce côté, je vais lui peut-être donner un peu d'argent, il va grandir là-bas, après quand ils seront mûrs, on va tous se remettre ensemble pour pouvoir faire une famille. C'est exactement la deuxième que vous êtes en train de proposer. C'est la deuxième que certaines personnes sont en train de proposer. Nous allons faire une organisation au centre, nous allons faire une autre à l'est, à l'ouest, comme l'AES, nous allons faire au sud, on en aura combien? Vous savez, le résultat, c'est qu'à la fin, on va nous opposer les uns contre les autres. On va nous opposer. Nous ne serons plus vivants, hein, parce que c'est des choses là. Nous, on ne parle pas des choses qui vont se réaliser dans 5 ans, 10 ans. C'est l'avenir dans 50 ans, 100 ans, 200 ans. On va les opposer les uns contre les autres. C'est pour ça là que nous disons, nous avons déjà l'expérience qui n'a pas marché. Ça n'a jamais marché. Vous ne pouvez pas avoir des enfants, c'est-à-dire, quand je parle enfants, oui. Vous avez des Africains là-bas, vous dites, chacun grandit et puis après on va faire la famille. Non, c'est maintenant. Tout le monde vient, on a un président, on a un État, on grandit tous ensemble. Et quelles que soient les difficultés, quel que soit le nombre d'ethnies que nous avons, le nombre de langues que nous avons, les difficultés, je ne sais pas moi, tout ce que vous pouvez dire économique, que celui-là a un niveau, celui-là a beaucoup d'or, pas. On met de côté. On se tient la main dans la main. Et on grandit. Et nous avons une fenêtre. Il ne faut pas laisser à des opportunités. Il ne faut jamais les laisser passer. Voilà. Nous avons des opportunités aujourd'hui, et je sors par là. En 30 secondes, Talo. En 30 secondes. Des pays qui veulent que l'Afrique soit forte. Parce que leur sécurité en dépend. Si l'Afrique est faible, on les domine. C'est le cas de la Russie. C'est le cas de l'Iran. C'est pour cela que le défunt président iranien a dit, il a dit au président de l'AES, je vous envoie juste un représentant pour tout. Je ne vous envoie pas un pour le Mali, un pour le... En fait, c'est une phrase, c'est un adage, comment dire, mettez-vous ensemble, créez un État. Le président Poutine le dit. Vous savez pourquoi est-ce que Poutine a donné un avion pour venir prendre Ibrahim Traoré? Parce qu'il a vu en lui quelqu'un de dire c'est le plus déterminé et nous sommes fiers de lui. 10 secondes, il est plus déterminé que l'autre, mais il prend la parole. On voit un certain nombre de choses. Poutine a dit je vais le protéger. Parce que si Poutine a envoyé un avion avec un avion non seulement présidentiel, avec des avions de chasse, parce que Poutine a eu des informations comme quoi ils ont déjà préparé pour l'assassiner. Et Poutine ne veut pas de ça et il veut cet État-là. Voilà. Il nous dit directement pourquoi nous traînons. Il ne faut pas mettre de côté vos histoires de dire on va mettre en Afrique centrale, on va consolider les choses. On n'a rien à consolider, rien n'a marché. Rien n'a jamais marché au niveau de la CEMAC. Merci à vous. La CEMAC des présidents, non. Ce sont les présidents et les députés. Certains députés, c'est leur CEMAC. Vous avez vu quel peuple a profité de ça. Moi, quand je quitte Bangui pour venir à Douala, deux fois on me demande le visa, le nombre de contrôles que je passe. Quand je quitte moi, Camerounais, pour aller en Centrafrique, dès que j'arrive en Centrafrique, on me dit que c'est un étranger. Vous n'avez pas vu le conflit qu'il y a eu tout de suite entre la Guinée équatoriale et le Cameroun? Merci à vous, Guinée équatorienne.
Je regarde même mon frère, ma soeur du Cameroun, je dis que c'est des étrangers, je les expulse. Moi, Camerounais, je les regarde là-bas, je dis que c'est des étrangers. Mais si vous mettez un État, vous résolvez vos problèmes là. Merci, Tallo. Il y a des fausses choses. Merci. Merci à vous, Tallo. Lida, alors, comment rendre nos organisations sous-régionales fortes, Linda Larbaoui? Eh bien, on ne peut pas les rendre fortes. Elles n'ont pas été créées pour être fortes et je suis d'accord avec M. Tallo. Il faut tout défaire. Tout ce que le colon a fait, il faut le défaire parce que ça reste infiltré. Ce n'est plus possible. Ça n'a pas été fait pour nous avec une mentalité qui convient au peuple africain, ni avec une géographie aussi qui convient aux Africains. L'Afrique est tribale, l'Afrique est ethnique. On voyageait sans visa, sans rien. Les gens se baladaient d'un endroit à un autre. Et puis on a commencé par nous instaurer des frontières qui ne convenaient pas aux populations. Quand vous regardez les Hausa, ils sont étendus sur 4-5 pays. Hein. Quand vous regardez aussi les Touaregs, c'est pareil. Quand les Peuls, mais tous les peuples africains, ils ne connaissaient pas ça. C'est le colon qui est venu instaurer tout ça. Et puis après, il a commencé par fabriquer des organismes qui conviennent à sa mentalité, qui conviennent à son économie, qui conviennent à sa politique aussi de diviser pour mieux régner. Moi, je suis pour tout défaire. Je l'ai souvent dit quand l'occasion s'est présentée, quand on n'a pas parlé. Légère interruption avec votre retour, Lida. J'espère qu'on vous retrouvera avant la fin de cette émission. Alors, pour sortir de cette thématique, Abdeljedid Fadoul. Et une fois de plus, merci, madame. Je m'excuse toujours, monsieur Nguéné, vous m'excuserez le terme. Vous savez, le Tchad, en ce qui concerne cette thématique, le Tchad a beaucoup gagné en entrant dans l'AES, tout comme l'AES a beaucoup à gagner en ayant le Tchad dans ses rangs. D'abord, il y a un avantage militaire et sécuritaire parce que le Tchad, tout comme les États de l'AES, font face aux menaces des terroristes. Deuxième des choses, il y aura aussi un avantage économique. Le Tchad pourrait intégrer en entrant dans l'AES, pourrait intégrer le marché de l'Afrique occidentale, comment on appelle, de l'Ouest, tout comme les États de l'AES pourraient intégrer l'Afrique centrale via le Tchad. Et en dernier, l'autre là, le Tchad pourrait aussi diversifier sa souveraineté en ayant dans un bloc tel que les pays de l'AES. Donc, pour finir, j'encourage tous les Africains, où qu'ils se trouvent, d'encourager nos États qui sont déjà fragiles et qui se sont divisés et qui ont été divisés par les colons, de renforcer leurs liens et de se créer à une organisation africaine proprement dite et puis à l'intérêt de tous les Africains. Voilà les sujets les plus ardents qui animent toute la jeunesse africaine et en particulier la jeunesse tchadienne. Merci. Abdeljedid Fadoul, aux côtés bien sûr des autres invités, Linda Larbaoui. Nous avons été coupés, je ne sais pas si vous êtes revenu, Linda. Est-ce que vous nous recevez, Linda? Moi, je vous reçois, oui. Alors, Linda, nous avons été coupés. Je vous reçois. Nous avons été coupés, Linda. Nous étions justement sur... vous étiez du même avis que M. Tallo sur le fait qu'il faut clairement repenser toutes nos organisations sous-régionales. Et bien sûr, parce que ça ne nous convient pas du tout. Et puis, c'est à nous de nous construire en tant qu'Africains. Pourquoi c'est l'autre qui vient chez nous pour nous imposer et pour nous mettre des lois, pour nous mettre des constitutions, pour nous mettre des organismes? Forcément, il va les infiltrer. Forcément. Et puis après, forcément, ça va jouer aussi contre nous, puisque ce n'est pas nous qui les avons faits. Quand on a décidé de décoloniser, et puis au moment où l'Afrique était en train de se libérer, et puis les Français et les Anglais ont décidé de partir, et ben ils ont mis des mécanismes en place pour continuer
à occuper les territoires et continuer également à exploiter les richesses de l'Afrique de loin. Ça leur coûtait beaucoup moins cher. Quand on voit, par exemple, on parle toujours du précaré français, on ne parle jamais du Commonwealth. Combien rapporterait le Commonwealth aux Anglais? Ça, on ne fait jamais le bilan de ça, on n'en parle jamais. Pourtant, il y a des pays africains, notamment le Nigeria, qui sont dans le Commonwealth. Il faut s'intéresser à ça. Les Anglais et les Français ne s'entendent pas chez eux là-bas. Ils sont même, il y en a un qui a coupé l'électricité à l'autre, ils se sont frités dans la mer du Nord. Mais quand il s'agit des richesses africaines, ils sont tous d'accord pour venir piller et continuer à gérer de loin. Donc ces organismes, ils sont à défaire. Je vais signaler quand même une chose. Quand je parle, moi, quand je suis avec vous, je ne parle jamais des peuples, je n'implique pas les peuples. Moi, c'est les dirigeants qui sont en place de qui je parle. Parce que les peuples, on a tous été opprimés, on a tous... Il y a un changement en Algérie depuis le Hirak, depuis 2019, mais on a tous subi la même chose. Donc les peuples, je ne les implique pas, c'est plutôt les dirigeants qui sont là et c'est eux qui décident, c'est eux qui signent, c'est eux qui donnent le moyen à l'occidental de venir piller. C'est qui a donné l'aéroport du Tchad aux Émirats arabes? Ce n'est pas le peuple tchadien. Donc ça, il faut qu'on le comprenne. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas comment je fonctionne, mais je tenais à le dire. Mais je reste moi aussi persuadée qu'il faut défaire tout ce qui a été fait par l'Occident. Sinon, on ne sortira jamais. Merci. Allons avancer dans nos échanges en évoquant cette fois le projet porté par le gouvernement français, celui justement d'abolir le code noir, ce code qui est une ordonnance royale de Louis XIV publiée en 1685, soumis notamment aux esclaves noirs des colonies françaises et à leurs maîtres. L'annonce de son abolition, 177 ans après l'abolition de l'esclavage en France, interroge tout de même dans un contexte où le contentieux historique peine à être épongé par Paris. Prenons la réaction du Premier ministre français. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre. En ce mois de commémoration des victimes de l'esclavage, je prends solennellement la parole au nom de mes collègues Max Mathiazin et Olivier Servat, députés de la Guadeloupe, et de tous mes collègues du groupe Lyot, pour vous alerter sur un élément troublant de notre arsenal juridique, la non-abrogation formelle du Code noir. Le Code noir, c'est le recueil des 10 royaux publié en 1685 qui régit la mise en esclavage d'êtres humains et le réduit au statut juridique de biens meubles. Ce sont des châtiments abjects comme les coups de corde, le marquage au fer, la découpe de jarrets, d'oreilles, la peine de mort. Si l'on peut croire que le décret d'abolition de l'esclavage de 1848 a abrogé le Code noir, il n'en est rien. Aucun texte ne l'a formellement aboli. Alors oui, la France a déclaré la traite négrière et l'esclavage crime contre l'humanité. Oui, nous avons une journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition le 10 mai. Oui, nous avons une journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial le 23 mai. Mais non, la France n'a jamais abrogé le Code noir. Applicable ou pas, ce n'est pas le débat. Nous parlons ici de dignité humaine, de symboles que l'on doit à ces femmes et ces hommes mis en captivité, à leurs descendants, au nom de la justice réparatrice. Monsieur le Premier ministre, l'heure est venue pour la République de se laver de cette ignominie qu'est le Code noir. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci. Merci Madame la Présidente. Allez. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Panifous, grâce à vous, grâce à votre question, je découvre cette réalité juridique que j'ignorais absolument, et j'imagine tous ceux qui sont autour de nous, que le Code noir n'a pas été aboli en 1848, comme nous le croyons, après avoir été aboli pendant la Révolution française, puis rétabli par Napoléon. Et nous étions tous, en tout cas moi, persuadés, en souvenir de nos livres d'histoire, que le
code noir qui en effet impose aux femmes et aux hommes réduits en esclavage, ce qui est désormais défini par la République française, seul pays du monde à l'avoir défini comme un crime contre l'humanité. Nous croyons tous qu'il avait été aboli et je vous remercie d'avoir éclairé la représentation nationale et le gouvernement sur ce sujet. Si le Code noir n'a pas été aboli en 1848, il faut qu'il le soit. Il faut que nous ayons la volonté, la capacité, le choix de réhabilitation historique, de réconcilier la République avec elle-même. Et donc je prends l'engagement au nom du gouvernement qu'un texte actant l'abolition du Code noir sera présenté au Parlement et je l'espère voté à l'unanimité. En tout cas, c'est la volonté du gouvernement. Alors, de quoi s'agit-il? C'est quoi le Code noir? Promulgué en 1685 sous le règne de Louis XIV, le Code noir est un recueil de textes législatifs régissant la vie des esclaves noirs dans les colonies françaises, élaboré par Colbert, ministre du roi Soleil à cette époque. Ce code établit les règles précises sur les rapports entre maîtres et esclaves. Il répond à une volonté de contrôle social et économique dans les plantations coloniales. Le Code noir établit notamment l'obligation pour les esclaves d'être baptisés catholiques et prévoit des sanctions brutales en cas de révolte ou de fuite. Malgré donc quelques mesures visant à limiter les abus les plus graves, ce texte demeure un instrument de répression garantissant la pérennité du système esclavagiste. Alors, Talo, la question que nous nous posons ce soir est celle de savoir pourquoi n'a-t-il pas été aboli depuis 1800, ou du moins oui, depuis cette fameuse date de la fin de l'abolition de l'esclavage du côté de la France. On parle bien sûr de 1848. J'aurai l'occasion de revenir sur la date, si elle m'a un tout petit peu échappé, pour voir pourquoi avoir attendu 177 ans après, plus d'un siècle et demi, pour parler enfin de l'abolition du Code noir. Que le Code noir continue d'être appliqué parce que c'est sur le Code noir qu'ils vivent. Si le Code noir était aboli définitivement et sur le plan surtout pratique, la religion chrétienne ne devait plus exister en Afrique. Si le Code noir avait été aboli, le Vatican aurait déjà restitué tous les biens qu'il a volés aux Africains. Les écoles, universités, séminaires de formation de prêtres, les radios médias qu'on appelle chrétiens ne devraient plus exister en Afrique. Le fonds CFA, les bases militaires, les programmes pédagogiques imposés à nous ne devraient plus exister ni partout en Afrique. L'Afrique serait en train de pratiquer sa spiritualité. C'est-à-dire, nous aurons dû déjà former les prêtres et pasteurs. Et là, je lance un appel aux prêtres et pasteurs africains. Parce que certains pensent que quand nous disons qu'il faut fermer toutes ces religions étrangères, vous n'allez pas chômer. Nous allons vous former parce que vous avez été déformés. Nous allons vous former pour que vous continuiez à pratiquer cette fois-ci. Vous pratiquez, vous divulguez la vraie vérité. Cette vraie vérité que nos ancêtres avaient mis sur papier plus de 5000 ans avant l'existence de ce qu'on appelle virtuellement Jésus, vous allez l'enseigner et vous allez être bien payé. Nous allons bien vous rémunérer. Vous voyez? Donc, nos chers pasteurs, ne vous inquiétez pas. Ah, maintenant, pourquoi je dis tout ça? On va faire un tout petit peu rapidement l'histoire. Tout a commencé vers l'an moins 500, moins 525, lorsque l'Afrique, nos ancêtres, dans l'ancienne Égypte, avaient perdu la guerre. Ils avaient été attaqués par une coalition de barbares, les Perses et les autres. Après les Perses, il y a eu les Romains. Après les Romains, il y a eu les Anglais. Bon, je l'ai dit peut-être pas dans l'ordre. Après les Anglais, il y a eu les Français. Après les Français, il y a eu les Anglais, il y a eu les Français. Et après les Français, il y a eu les Anglais. Et puis maintenant, ceux qui sont en Égypte aujourd'hui, les Arabes. D'accord? Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes repliés dans toute l'Afrique et puis nous avons construit des royaumes.
Mais quelque chose nous a rattrapés. Nous avons été victimes de la traite arabo-musulmane, qui a duré, qui n'est même pas encore terminée, qui dure plus de 13 siècles. Ça veut dire qu'à un moment de l'histoire, nous avons été victimes pendant plusieurs siècles de 2 traites en même temps. Ça, on ne parle pas. On était victimes en même temps qu'on était victimes de la traite arabo-musulmane, mais on avait aussi été victimes de la traite occidentale. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La traite musulmane nous a déformés aussi, ce qui a fait que, conclusion, un de nos ancêtres, qui s'appelle Kanka Moussa, qui était roi du Mali, empereur du Mali, il y avait beaucoup d'or, beaucoup d'or. Donc, il est parti au pèlerinage puisqu'il y a l'aliénation. En partant au pèlerinage, là-bas, il a amené une quantité non quantifiable d'or. Le monde entier était au courant de ce qui s'est passé. Ils ont dit, ce gars-là, il vient d'où? Il vient d'Afrique. L'Occident était au courant. On a mis sa tête sur un map en disant, il y a quelque chose là-bas. La suite, c'est que le 8 janvier, et je donne les dates, certaines dates, parce que voilà, le 8 janvier... Vous serez un peu bref sur ces événements historiques, Tallo. Question d'aller un peu plus vite, parce que derrière, on aura les téléspectateurs. Oui, c'est important de restituer pour comprendre pourquoi je vais dire ce que j'ai dit là. Parce que je sais que ça a choqué des gens. Et je dis d'abord pardon à nos frères et sœurs qui sont chrétiens, musulmans. Ce n'est pas vous que je dénonce. C'est ceux qui nous ont mis dans ces conditions que nous appelons de chrétiens et de musulmans. Donc, le 8 janvier 1444, le pape, un des papes, son nom, va prendre ce qu'on appelle une bulle papale, qu'on appelle un décret, autorisant le roi du Portugal d'aller réduire les Noirs en esclavage. Pourquoi? Parce que quand Moussa s'est déplacé là-bas, ils ont vu qu'il y a beaucoup d'argent. Donc l'esclavage, c'était quoi? C'était juste le moyen de justifier par la religion pour aller nous détruire et nous voler. Et c'est ça qui va se passer. Ils vont nous piller. Donc, retenez bien, à partir de la décision du pape, de ce pape-là, on va nous réduire en esclavage. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ce qu'on appelle le Code noir. Il y aura d'autres choses. De cette décision du pape va naître le Code noir. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, les premiers articles du Code noir, c'est ça qui va nous faire de nous des chrétiens et des chrétiens. L'article 2, 3 et 4, qui va nous imposer d'être des chrétiens, pas seulement ceux comme on appelle là, de Antilles, mais sur le continent africain, qui va faire en sorte que nous, régnants, on nous impose de prendre des prénoms qui sont des prénoms pas africains, même des noms aussi. On en a fait en Guadeloupe, en Martinique et tout ça. Mais qu'est-ce qui va faire le Code noir? Qui va aussi dire que nous ne devons pas pratiquer nos spiritualités. Donc, ce Code noir, j'ai cité un certain nombre d'exemples, et quelque part, il y a un des articles qui va dire que nous sommes des meubles. On peut nous déplacer entre... Nous n'avons droit à rien, nous ne pouvons pas faire le commerce. Et je vais venir sur les autres sujets qui vont venir. Donc, après le Code noir, qu'est-ce qui est venu? Il y a eu la conférence de Berlin. Conférence de Berlin, ils nous ont divisés, coupés en de grands morceaux, chacun des grands morceaux. Mais ils ont vu que ce n'était pas suffisant parce qu'on a commencé à se manifester pour pouvoir nous libérer. Du coup, ils ont dit indépendance. L'indépendance, c'est quoi? On va les couper encore en des petits morceaux. Lors de l'indépendance, du Code noir, donc suivez bien mon regard. On parle de la décision du pape, on arrive au Code noir et on va aller aux indépendances. Juste avant les indépendances, on va mettre en place les 14 accords secrets. Les 14 accords secrets ont existé à cause de la décision du pape, de l'Église catholique. C'est ça qui a donné les 14 accords secrets. Parmi les 14 accords secrets, eh bien, je ne vais pas les citer, puisque si vous tapez sur Internet, vous allez voir les 14 accords secrets. Cet accord secret dont nous souffrons aujourd'hui. Où vous allez trouver religion, vous devez parler leur langue, vous devez faire ceci, vous ne devez pas vendre vos marchandises, vous ne devez vendre qu'à eux si ils ne trouvent pas, si eux ils ne veulent pas, alors vous pouvez vendre ailleurs. Mais quand ils disent, vous vendez vos marchandises à eux, mais ici ils n'achètent pas, ils prennent gratuit. Comme je disais, le Code noir a donné les 11 accords secrets. Dans le Code noir, vous avez un article qui dit ceci. Le nègre, l'esclave n'avait pas le droit de vendre rien. On lui interdit le commerce, on lui interdit tout. Dans
les 11 accords secrets, vous avez un arrêt qui dit vous n'avez le droit vous devez vendre vos objets à nous, vos matières premières qu'à nous. Or, eux, ils n'achètent pas, ils prennent gratuit. Du coup, ça veut dire quoi? C'est l'article du Code noir qu'on a ramené dans les accords secrets. On est parti du Code noir. On a créé l'ONU. On a créé tout ce que vous avez là, même l'OMS. Vous lisez, vous faites une comparaison, vous allez voir. La chose la plus spectaculaire, c'est ce qu'on appelle embargo sur les armes. Embargo sur les armes. Tallo, la question de départ, Tallo. Pourquoi Tallo, pourquoi avoir attendu plus d'un demi-siècle après pour enfin évoquer l'idée, je reste sur l'idée de l'abolition, même si vous êtes d'accord que le Code noir, on l'applique toujours jusqu'à présent. 177 ans après, d'ailleurs, l'abolition de l'esclavage en France, le Code noir est toujours appliqué. Mais pourquoi aujourd'hui l'idée de l'abolition est évoquée? En une minute, Tallo, pour sortir sur ce premier jet. En une minute, allez-y. C'est pour nous distraire, en fait. C'est pour nous distraire, comme vous le savez, même s'ils votent un texte pour dire qu'on annule, ils ne vont rien faire. Ils ont dit que l'esclavage est un crime contre l'humanité, non? Mais s'ils ne continuent pas de pratiquer l'esclavage, chaque jour, chez nous, l'esclavage continue, non? Malgré ils ont dit que c'est un crime contre l'humanité. C'est juste pour nous distraire, ça n'a rien à voir. Ils vont nous distraire et nous allons dire que oui. Comme il a dit, hein, vous avez vu qu'il dit que c'est le seul pays qui a aboli l'esclavage, qui l'a criminalisé. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Mali? Avec la CPC en Centrafrique, avec le Soudan, avec ceci, qu'est-ce qui se passe? Ça a changé quelque chose? On veut vous distraire. On veut nous distraire. Et nous allons nous battre pour briser toutes ces chaînes. Et c'est ça qui a commencé avec l'AES. Voilà. Merci à vous, Tallo. Alors, Linda, vous avez suivi François Bayrou. Il avait l'air stupéfait, ahuri que le Code noir n'ait toujours pas été aboli quand on lui pose la question à l'Assemblée nationale. Alors, cette annonce tardive répond-elle aujourd'hui à une exigence mémorielle? Parce que quand François Bayrou parle, il dit cela permettra surtout à la France c'est-à-dire de se réconcilier avec elle-même en faisant référence au territoire d'outre-mer. Est-ce que cette annonce tardive répond-elle aujourd'hui clairement, Linda, à une exigence mémorielle? On va afficher les codes d'accès. On pourra prendre quelques téléspectateurs. Allez-y, Linda. Mais écoutez, cette déclaration ne concerne pas les Africains, ne concerne pas les Noirs, pas du tout. Parce que le Code noir, par rapport justement à l'exploitation des êtres humains noirs, ça a été aboli avec l'esclavage, même si c'était une fausse abolition. Mais c'est quoi le Code noir? C'est-à-dire que les Noirs étaient utilisés pour cultiver du cacao, du café, tout ce qui était très très dur à être cultivé. C'est ça, ça a été exploité. Mais il faut revenir à cette époque-là. À cette époque-là, l'Église était très liée au roi de France. Donc la religion qu'on a instaurée en Guadeloupe et en Martinique, c'était la religion catholique. Donc là, on fait barrage aux protestants, bien évidemment, puisqu'il y a le clan protestant qui est apparu. Mais deuxième chose, qui commerçait? Qui gagnait de l'argent, qui avait le monopole sur le commerce? C'était les Juifs. Et le Code noir a interdit, parce que ça ne concerne pas que le côté esclavage, ça concernait les Juifs qui ne pouvaient pas commercer. Ils n'avaient pas le droit de commercer et on les a chassés justement de ces colonies françaises. Ils ont été chassés. Et ils ont été chassés plus tard aussi. Légère interruption avec le retour de Linda Larbaoui. Je ne sais pas si nous avons quelques appelants qu'on pourrait prendre rapidement avant de revenir sur la thématique avec le concours de la réalisation. Alors, on prend qui? Linda est-elle de retour? On la laisse conclure? Ou alors on vient au standard? Nous allons dans un premier temps au standard. Nous reviendrons vers vous dans quelques instants, Linda. Nous avons encore 20 minutes à passer ensemble. On va accorder une dizaine à nos téléspectateurs. Vous connaissez le principe. Soyez brefs, précis et concis. Évitons les salutations longues. Allez droit au but, comme on a l'habitude de le dire. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Guinée.
Je dis bonsoir à l'Afrique et je dis bonsoir à votre call center. Permettez-moi de saluer notre frère africain sur le plateau et de saluer Maman Linda Lavalui. Permettez-moi alors de dire comment on dit au Cameroun de tirer un grand chapeau à Maman Linda Lavalui. C'est ce qu'on appelle le travail d'expert, si on peut dire ainsi, ou bien une expert, une grande géopoliticienne, Maman Linda Lavalui. Parce que ce qu'elle dit sont des faits réels, Maman Linda Lavalui. Ce qu'elle a dit là vraiment, je suis très fier. Elle a dit des vérités crues, même si ça a pu un peu heurter la sensibilité de notre frère qui est sur le plateau, mais c'est la réalité. En géopolitique, on n'y va pas avec des sentiments, ni avec des émotions, mais c'est la réalité des analyses qui se fait sur le terrain. Ça, allez-y voir un peu sur Wikipédia. Interrogez Wikipédia un peu au sujet du temps. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et c'est ça alors que je comprends que nous avons une très grande géopoliticienne, que quand elle nous donne des analyses, nous allons comprendre ce qu'elle dit était vrai. Nous avons un poison qui est parmi nous, et que moi je peux dire peut-être sont les autorités chrétiennes. Et là, nous allons faire attention. Parce qu'avec le Mossad israélien, la CIA, le FBI, le NHC et la DHS, M. Nguyen, suivez mon regard, ils agissent comme des virus. C'est-à-dire que quand elle pénètre en vous, elle prend de son temps et elle finit par atteindre son objectif. Et là, je vais attirer l'attention des Africains. Cessez d'être émotifs, mais comprenez des vraies réalités. Nous serons un jour surpris que notre leader, que nous avons tant aimé, Ibrahim Traoré, qu'il ne serait plus. Mais je dis que si un jour ils attendent à sa tribune, je vous assure, tout ce qu'on appelle, je dis même tout ce qu'on appelle les majors pétroliers en Afrique, je cite ainsi Glencore, Total Energy, British Petroleum et bien d'autres vont sauter partout. S'ils s'attendent un jour à la chevelure de M. Ibrahim Traoré, je vous assure, toutes ces usines-là en Afrique vont sauter. Ceci étant dit, M. Nguyen, pour ne pas monopoliser la parole, je passe directement au Code noir. Mais observez suivant les images dont on nous a présenté à l'Assemblée française. Nous avons vu deux nègres de maison, ceux qu'ils appellent d'habitude les blancs à la peau noire, qui étaient à l'Assemblée. Mais que font les Français en Guadeloupe, en Martinique, aux Comores? Pourquoi la population française ne se lève pas pour dire à l'État français de laisser les îles africaines tranquilles? Pourquoi ils ne le font pas? Il y a la traite négrière qui existe encore au XXIe siècle sur notre Dieu, M. Nguyen. Et là, nous devons vraiment comprendre que l'esclavage n'est pas fini, le code noir n'est pas fini, comme dit encore de dire notre frère Tano. C'est vrai, c'est encore la réalité. Elle est encore fraîche. Nous ne sommes pas sortis de loin de ce code noir ni de l'esclavage. Je sors en disant encore grand merci à Maman Linda Lavalui et beaucoup de félicitations. Merci, M. Nguyen. Ce soir au standard sur les thématiques de la soirée. Merci. Avons-nous quelqu'un d'autre rapidement, avant de retrouver Linda qui nous a rejoint à nouveau. Je pense qu'on a été interrompu. Elle aura l'occasion de poursuivre son analyse. Allô, bonsoir. C'est pour dire rapidement, M. Nguyen, moi je ne pense pas que vraiment le code noir a été toujours aboli, hein, parce que d'une manière comme on a vu ce qui se passe avec le colonialisme et maintenant le néocolonialisme. Et c'est la même chose que ce qui s'est passé avec l'esclavagisme. Ils ont transformé ça en une autre manière de pouvoir nous exploiter, que ce soit nos matières premières ou bien que ce soit nos ressources minérales, ou bien que ce soit les jeunes Africains qui vont là-bas travailler dans leur maison de retraite ou bien quelque chose comme ça. Donc pour moi, le fait de dire qu'ils s'engagent à abolir le code noir, ce n'est rien d'autre qu'une manière de parler. Et rapidement, pour tourner de l'autre côté, je pense que le Tchad joindre l'AES, en tant que Nigérien, moi je suis pour. Parce que de toutes les façons, le Niger et le Tchad, on partage une très grande superficie de frontières communes. Et aussi, pendant qu'on voit bien les forces de Barkhane et autres
Le Tchad avait l'habitude de venir intervenir au Niger jusqu'au Mali, hein, et la même chose. Donc, si vraiment son Excellence Déby Junior s'engage à faire quitter les Français, à renoncer tous les accords coloniaux, alors pourquoi ne pas accepter ça? C'est ça. Ceci étant dit, Linda Larbaoui, je respecte beaucoup, mais est-ce que quand l'Algérie a battu le drone malien, cela fait de l'Algérie un ennemi ou bien un cheval de Troie? Non. Si quelque chose va nous rapprocher, essayons toujours de nous rapprocher. Ma femme est algérienne, elle est de Cherchel. On s'aime beaucoup, on est tous des Africains, mais vraiment, je pense que si un État africain veut s'approcher de l'AES, d'abord, c'est aux États de l'AES. Et dire que Ibrahim Traoré est le seul à faire bien de choses, à engager bien de choses, je ne suis pas d'accord encore, Linda. Parce qu'au Niger comme au Mali, ils sont tous en train de travailler pour bien promouvoir à leur pays. Merci beaucoup et bonne continuation, M. Nguéné, c'est Chamsuddin de l'Angleterre. Zerfel, allez-y, vous avez également 2 minutes. Bonsoir à vous, Zerfel. Je serai rapide. Bonsoir à tout le monde d'abord. Parce que quand les gens viennent sur le plateau, hein, vous ne venez pas là pour diviser ceux qui ont lutté pour faire leur confédération. Vous pouvez donner des choses, vous pouvez parler, mais sans faire la division entre les trois. Si aujourd'hui les trois présidents, là, ils envoient le plus petit, là, parce que c'est dans la culture des Africains. C'est le plus petit qui va toujours au devant. Quand il y a quelque chose, c'est lui qu'on envoie. Alors prenez ça aussi, hein, en considération. Je parle de celui qui parle trop des Bantous, de tout. Mais vous oubliez ça aussi. Hein? Chez les Bantous là-bas, on n'envoie pas les plus petits. Il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes. Parce que ce n'est pas parce qu'on a on devait nommer le plus petit comme le premier président de la Confédération. Non, ce n'est pas vous qui allez juger. Quand il s'est réduit là, on n'était pas là-bas. Hein. C'est quand ils ont fini là, puis on a vu. Donc ne dites pas ce qu'on n'a pas vu et ce qu'on n'a pas entendu. Donc moi, quand on vient sur les plateaux, ce n'est pas faire les leçons à ceux qui sont là. Et l'adhésion aux choses, comment dire, des Cadiens là. C'est que les Cadiens ont fait dans la sous-région là. Quel pays, dans votre pays là, hein, des pays qui sont à CEMAC là-bas là, Centrafrique là, Afrique centrale là plutôt. Quel pays qui allait faire ce travail là pour venir aider jusqu'à aujourd'hui? Quel pays qui s'est levé pour aller aider chez les trois pays qui sont là? Non, soyons sérieux. Quand on prend la parole, c'est pas pour se mettre dans les bâtons dans les roues, mais il faut qu'on dise la vérité. C'est pas la peine. Parce que quand le monsieur qui vient de parler tout à l'heure, l'Algérie a fait des choses. On a vu l'ambassadeur de l'Algérie à l'ONU qui dit, hein, qui donne des consignes pour qu'on attaque le Mali. Mais il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes. Ben, disons, on n'a pas le monopole de géopolitique. C'est une réflexion. Donc, je m'arrête là. Je ne vais pas trop avancer et remuer le couteau dans les plaies de certains. Je m'arrête là. Il faut que les choses soient claires avec nous-mêmes. Merci à vous, Zerfel. On prend Eric et on ferme le standard puisque la thématique reviendra demain matin. Il faut la traiter en 2 temps. Elle est tellement importante qu'on ne saurait lui accorder le temps nécessaire. D'ailleurs, on va prendre Eric. Allô, bonsoir Eric. Bonsoir Monsieur Nguéné. Je salue tous vos panélistes et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est les analyses de Madame Labao. Oui, elle est pertinente, mais il faudrait qu'on fasse très très attention. Elle a dit quelque chose et pour moi, franchement, ça va essayer de créer une implosion dans l'AES parce qu'elle n'a pas besoin de dire que c'est seulement Traoré qui a une stratégie. C'est une confédération. Si on l'a envoyé, certainement, les 3 États se sont entendus. Moi, j'ai toujours dit qu'il faudrait qu'on fasse très attention parce qu'ils vont peut-être utiliser Traoré, le capitaine Traoré, pour détruire l'AES. Parce qu'il serait bon de parler des 3, que ce soit le général Assimi Goïta, le général Tiani
et le capitaine Traoré, M. Nguéné, parce que c'est une manière, c'est une stratégie de division. Moi, je ne suis pas du tout d'accord qu'on dise que les autres n'ont pas de stratégie, mais qui a pris d'abord le pouvoir, c'était Goïta, et les autres ont suivi. Donc, je ne suis pas du tout d'accord. Il faudrait que nous fassions très attention. Et moi, j'aimerais, quand vous parlez de Traoré, moi, j'aimerais que ce soit l'AES. C'est très important parce que l'objectif de votre chaîne, l'objectif, c'est d'avoir une Afrique unie. Sinon, on va se mettre dans les propos des colons. Et à propos du Code noir, moi, je demande à Mme Labaoui qui m'explique au Talo, pourquoi c'est maintenant que la France parle de ce Code noir maintenant, lorsqu'ils ont vu qu'ils ont perdu, ils sont en train de perdre l'Afrique noire. Pourquoi? Moi, j'aimerais savoir pourquoi c'est maintenant qu'ils ont fait sortir cela. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites et bonne soirée. Après, c'est Eric depuis l'Espagne. Merci à vous, Eric, depuis l'Espagne. Toutes nos excuses auprès de M. l'arbitre, tout comme Jean Sarpono depuis les États-Unis. Nous devons retrouver nos invités. On a ouvert le standard un peu tard et cela est clairement de ma faute compte tenu de l'évolution du débat sur la table. Je pense que demain matin, vous aurez l'occasion aux côtés de Sikendoumbé de réagir largement sur la thématique. Alors, Linda, on a été coupé tout à l'heure. Vous reliviez le fait que le Code noir, ou du moins la sortie de François Bayrou ne concerne pas les Africains. Je pense que c'est ce que vous étiez en train d'expliquer. Oui, la France a perdu ses colonies en Amérique. Ce qui lui restait, c'était le Québec. Elle l'a vendu. C'est Louis XVI qui l'a vendu parce qu'elle avait tout vendu. Donc revenir à ça aujourd'hui, il y a un gros souci. Actuellement, la Guadeloupe et la Martinique font partie des territoires non autonomes comme le Sahara occidental. C'est négocié à l'ONU. Tout à l'heure, on parlait du repositionnement des États-Unis. Donc il y a les États-Unis qui sont en train de faire pression. Ce qui nous intéresse, nous, les Africains, ce qui est arrivé après, quand il y a eu l'empire colonial français, le véritable l'empire, il a démarré par l'Afrique du Nord et il est descendu, elle a occupé une grande partie de l'Afrique. Pourquoi M. Bayrou ne sort pas pour abolir aujourd'hui le code de l'indigénat, qui est beaucoup plus grave et beaucoup plus important pour nous les Africains, parce qu'il concerne l'Afrique. Les afrodescendants, si l'Afrique s'en sort, ils s'en sortiront également. Mais le code de l'indigénat, il a été établi en 1834, ça concernait uniquement le territoire algérien à l'époque, et en 1881, le 28 juin, là, il a englobé tout l'empire colonial français. L'empire, et dans ce code-là, qu'est-ce qui stipule? Tout là où il y a un colon français qui s'installe, le territoire, la terre est à lui, et puis s'il y a un Africain qui est dessus, il est dégagé. Et s'il y a une rébellion, là, on tombe dans la sanction collective. Et c'est pour ça qu'il y a eu des massacres de masse. Le code qui nous concerne aujourd'hui, pour lequel il faut se battre pour qu'il soit aboli, parce qu'aujourd'hui, la France n'est plus sur le territoire officiellement. Officieusement, oui. Mais si la France revient demain comme colonisatrice, le code de l'indigénat est toujours en vigueur. Il est toujours là. C'est un code qui n'a jamais été aboli, et même après l'indépendance du Cameroun, de l'Algérie, là où il y a eu les armes qui ont parlé, ça n'a pas été aboli. Ce qu'on appelle le précaré français, ça n'a pas été aboli. Mais le code noir, il concerne les non-catholiques et il concerne surtout les juifs qui ont été chassés des deux territoires, c'est-à-dire Guadeloupe et la Martinique. C'est ça l'enjeu, c'est que les Juifs aujourd'hui, qui sont bien sûr assez puissants, surtout avec Israël, ils veulent en finir avec cette loi, comme ça ils peuvent revenir et commercer et avoir le monopole comme ils ont envie de le faire. Et les États-Unis sont plein repositionnement. Les États-Unis sionistes, les alliés d'Israël, ils veulent récupérer la Guadeloupe et la Martinique. Donc nous sommes toujours dans un grand échiquier où il y a la bataille des grandes forces. Là, on parle malheureusement
de tout ce qui est transatlantique. Donc la Chine et la Russie ne sont pas concernés, mais au même moment aujourd'hui, il y a une troisième guerre mondiale qui a failli éclater, et cela plus vers la mer, là où il y a la Suède et puis la Finlande aussi. Il y a eu même, on a abattu un avion tout à l'heure. Maintenant, je vais quand même devoir répondre, je suis obligée. Je ne suis pas là pour diviser ni la AES comme fédération, comme confédération. Moi, je ne viens pas là ni pour la spéculation, ni pour la propagande, ni je mens. À chaque fois que je donne un fait, je donne des preuves avec. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé, merci Monsieur Nguéné, vous avez relevé, quand j'ai dit c'est la presse arabo-musulmane, je vais vous trouver tout ça. Je vous ai déjà envoyé 3 choses, je vous enverrai le reste. Je ne spécule pas. Si je n'ai pas quelque chose sur quoi m'appuyer, je ne parle pas. Voilà, c'est ça mon rôle. Et puis pour qu'on puisse avancer entre Africains, il faut se dire la vérité et il faut laisser le cœur de côté. Je suis pour la AES en tant que force commune, bien sûr. Il faut aujourd'hui, il faut aller vers ça justement, se mettre ensemble pour faire face. Parce que la guerre est rude. Nous ne sommes pas non plus dans une guerre normale. Nous sommes dans la guerre cognitive, donc la guerre de la désinformation. Nous sommes dans un jeu de repositionnement entre grandes puissances, et nous, Africains, nous ne sommes pas assez puissants pour faire face si nous nous mettons pas tous ensemble. Et c'est au peuple de changer leur destin. Ça je le dis souvent, mais ça reste ma conviction. Merci. Merci à vous, Linda Larbaoui. Ce que nous retenons de votre intervention, c'est que le code de l'indigénat est plus important pour les Africains et plus grave d'ailleurs, selon vos propos. Merci à vous, Linda. Talo, en 2 minutes pour sortir de l'émission. Je vous laisse clôturer l'émission, Talo. Allez-y. Alors, premièrement, j'aimerais juste dire que le Code noir, ça a été pas seulement mis en place pour la Martinique et la Guadeloupe, parce que ça a été appliqué sur le continent africain, partout. C'est pour ça que nous avons les religions. Nous ne pratiquons plus nos spiritualités. Ça, c'est la première chose à dire. Deuxième chose, quand lui, il parle d'abolition du Code noir, le Premier ministre français, qui parle d'abolition du Code noir, comme je vous ai ici fait la logique, c'est que c'est le Code noir qui a donné naissance aux 14 accords secrets. Ça veut dire que s'il est sincère en lui, et qu'il dit, et logique aussi, et qu'il veut dire abolir maintenant tardivement le Code noir, ça veut dire qu'il doit sortir un texte aussi pour abolir les 14 accords secrets. Les 14 accords secrets sont issus du Code noir. Il l'abolit immédiatement. Ça dit qu'on leur dit, faites-le, parce que nous, de toute façon, qu'ils le fassent pas, nous sommes en train de le faire. Les 11 accords secrets, nous allons pousser tous les États africains qui sont encore victimes de ça, de sortir. Donc ça, c'est par rapport aux 14 accords secrets. Mais le Code noir, ce Code noir-là, il vient de quoi? Je vous avais dit tout à l'heure, non? Il vient de ce que le pape a donné, c'est-à-dire la décision du pape de l'Église catholique pour asservir les Noirs. Ça veut dire que si on prend une décision pour abolir ça, il faut aussi prendre une décision aussi pour fermer toutes les églises. Parce que tout ça, c'est lié. Vous ne pouvez pas dire, vous abolissez maintenant sur papier le Code noir, tout en laissant ce qui a donné le Code noir. Ce qui a donné le Code noir, c'est la décision du pape qui a dit, nous allons installer des églises partout. Pour sortir, 30 secondes, Talo. Il faut les fermer. Il faut fermer les séminaires de formation des prêtres, des pasteurs. Il faut fermer tout. Je ne suis pas en train d'attaquer nos frères et sœurs qui pratiquent ces religions, mais je suis en train de dire, ils vont prendre l'original. L'original. Et ils vont enseigner et nous allons bien les payer. Nous allons les rémunérer, les pasteurs, les prêtres. Ils ne seront plus les pasteurs, les prêtres des églises des autres, de la religion des autres, mais ils seront les pasteurs, les mêmes là seront les pasteurs et les prêtres de la spiritualité, de la vraie vérité que nos ancêtres ont écrit plus de 5000 ans avant l'existence virtuelle. Merci. C'est ce personnage qui raconte l'histoire, qu'on appelle Jésus. Eh bien, ils seront ces prêtres-là. Voilà. Donc, et je finis par dire, il faut créer l'État fédéral
nos 3 chefs d'État là, s'il vous plaît, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdoulaye Chani, on vous dit, s'il vous plaît, créez-nous l'État fédéral. Voilà. Ça, c'est vraiment, l'unité fait la force. Et vous êtes notre espoir. Merci à vous, Tallo. Vous êtes notre espoir. Nous comptons beaucoup sur vous. Merci. Merci à vous, Tallo. Merci également à vous, Lida Larbaoui, Abdel Djelil Fadoul avec moi sur le plateau. Pour sortir, je m'en voudrais si je ne donnais pas les nouvelles de la Turquie d'Istanbul. Le chef de la délégation russe, ceci d'ailleurs en prélude à l'ouverture des pourparlers de paix direct entre Moscou et Kiev, a donc tenu un point de presse juste avant de rallier la salle des négociations. Le chef de la délégation russe en Turquie, Vladimir Medinsky, a déclaré que la tâche principale des négociations bilatérales entre la Russie et l'Ukraine serait d'éliminer les causes du conflit et d'établir une paix durable. Lors d'un point de presse, il a souligné que la Russie considérait les nombreux pourparlers comme une continuation du processus de paix qui a eu lieu en 2022. Présente d'ailleurs à Istanbul, la délégation russe est animée d'un esprit constructif et cherche des solutions pour résoudre le conflit. La délégation s'est, après déclaration de Medinsky, dirigée vers le bureau présidentiel turc où les pourparlers ont actuellement lieu. Nous aurons l'occasion de revenir justement sur ces pourparlers de paix directe entre Moscou et Kiev. Il s'agit d'une première depuis 2022. Bonne soirée à tous.